soirée consacrée au CEMOP, aux Sociétés d'économie mixte à opération unique. Alors pour ceux qui viennent régulièrement nous voir, vous savez qu'on a déjà consacré un événement au CEMOP il y a quelques temps. C'était au moment où la loi était encore en discussion. On a eu la chance d'accueillir Jean-Léonce Dupont, sénateur qui est à l'origine de la loi d'ailleurs, qui était venu ici dans le locaux en discuter. Et puis on avait déjà à cette époque-là Grégory Berkovitch qui était là pour nous expliquer tout le bien qu'il pensait des CEMOP, tout le bien potentiel en tout cas qu'il pensait des CEMOP. Depuis, la loi a été promulguée en juillet 2014, les CEMOP existent donc. Ces sociétés permettent de porter des projets en concession ou en marché public pendant la durée du contrat, assez basiquement, et ce qui en fait leur particularité, mais je pense que Grégory abordera le sujet lors de la présentation ce soir plus brillamment que moi. Mais en tout cas, une des particularités, c'est qu'elles sont à capital public et privé, qu'elles peuvent être majoritairement à capital privé, ce qui n'était pas le cas des SEM, et que donc il y a cette idée qu'elles cumulent les avantages des SEM, un meilleur contrôle de la part de la partie publique, et les avantages des concessions, une implication forte du partenaire privé dans le projet. Depuis, beaucoup de CEMOP ont été créés, puisqu'il y en avait 17 à la fin 2018. Donc on peut dire quelque part qu'elles ont le vent en poupe, donc on peut s'interroger sur la question de savoir pourquoi elles ont le vent en poupe. On ne peut pas tellement faire un retour d'expérience parce que c'est un peu trop tôt à mon avis, mais on trouvait intéressant d'organiser ce soir donc, une soirée thématique sur les CEMOP et plus particulièrement sur le cas de la Gare du Nord. Pourquoi c'est un cas qui me paraissait intéressant? Tout d'abord parce que les CEMOP étaient initialement prévus pour les collectivités locales et qu'il a fallu dérogation particulière pour que la SNCF puisse l'utiliser pour la Gare du Nord, donc on abordera sûrement cette question lors de la présentation. Aussi parce que la SNCF gère d'autres grandes gares, et elle gère d'autres grandes gares autrement qu'avec des CEMOP, en concession ou en régie directe, donc c'est intéressant du coup d'avoir le point de vue de la SNCF sur les raisons pour lesquelles il était intéressant de mettre en place une CEMOP et quels sont les objectifs qui sont visés particulièrement dans ce cas précis. Donc pour en discuter ce soir, on a deux intervenants que je remercie d'être présents. Tout d'abord Benoît Bruno, donc, vous êtes directeur du développement et des projets côté SNCF Gare et Connexion, et puis, sauf si je me trompe, mais vous êtes aussi membre du conseil de surveillance de la CEMOP Gare du Nord. Et Grégory Berkovitch, qui, comme nous l'avons indiqué lors de l'annonce du séminaire, est docteur en droit public, donc spécialiste de droit public, et il est aussi associé principal au cabinet GB2A, aussi bien à Caen qu'à Paris, et acteur incontournable des PPP sur la place de Paris au moins et du monde bientôt. Donc voilà, je vous remercie à tous les deux d'être ici, et je vous laisse la parole, dès maintenant. Merci Stéphane. Le micro-cravate doit fonctionner ou ne fonctionne pas? Non, il ne fonctionne pas pour la salle, mais il fonctionne D'accord. pour la... Oui, en fait, pour l'enregistrement. Il y a un double micro. Donc merci Stéphane. Bonsoir Grégory, bonsoir à toutes et tous. Moi je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler non pas des CEMOP, mais d'une CEMOP, d'une CEMOP toute jeune que nous avons organisée il y a quelques mois en termes de montage et maintenant quelques semaines en termes de vie opérationnelle. Ce qu'on va essayer de faire avec Grégory, c'est en illustrant du mieux que l'on peut à date notre expérience de la CEMOP de la Gare du Nord 2024, d'interagir et de susciter aussi les échanges avec vous, parce que je pense que c'est aussi l'intérêt d'échanger avec vous. Grégory? Oui, eh bien, merci beaucoup. Merci à Stéphane, effectivement, de nous donner l'occasion de présenter cet outil et ce cas particulier que tu vas nous présenter et que tu connais presque mieux que quiconque, même s'il y a dans la salle des gens qui connaissent bien aussi ce projet, qui est un projet spécifique, avec des particularités qui le rendent unique, mais qui est par certains autres aspects assez illustratif de ce que de toute façon on retrouve. Et pour ma part, je vais plutôt effectivement parler des CEMOP en général plutôt que de cette CEMOP, même si j'ai eu la chance aussi comment dirais-je, de participer un peu à suivre ce projet. Et surtout parce que bien, je pense qu'effectivement, comme le disait Stéphane, le champ d'application, de développement des sociétés d'économie mixte à opération unique est finalement plus large qu'on ne l'imaginait à l'époque où on est venu présenter avec Jean-Léonce Dupont cette
cet outil naissant, qui, comme d'ailleurs tous les outils, quand on les fait apparaître dans un dispositif, dans la palette, si je puis dire, de la boîte à outils juridique d'un pays, est une grande incertitude. C'est un peu comme de faire naître un bébé, et pour avoir un peu participé à la conception, c'est toujours un moment particulier, parce qu'à la fois on ne sait pas ce que ça va donner, pas du tout. Personne n'imaginait au départ ce que cet outil, à quoi il allait servir exactement, dans quel champ, dans quel secteur, et pourquoi on l'utiliserait, et puis quelle serait surtout sa destinée et son succès, parce que on le sait bien, quand on fait apparaître comme ça de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils, certains rencontrent un certain succès. Je pense que c'est le cas de la CEMOP, et il y a encore pas mal de choses à défricher dans ce domaine. Je suis d'accord avec ce que tu disais, Stéphane, pour une large part. D'ailleurs, les retours d'expérience sont un peu délicats, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire non plus pour en mesurer les véritables avantages et les véritables limites. Mais en tout cas, cet exemple-là que tu vas nous présenter, et au cours duquel j'interviendrai peut-être pour élargir le champ de vision à d'autres CEMOP, nous en donne une illustration qui va être extrêmement intéressante à suivre, ne serait-ce que pour effectivement en mesurer les limites et les difficultés. Je vais rentrer dans le vif du sujet, peut-être juste en un mot. Je parle de la raison d'être en fait de Gare et Connexion, que vous connaissez tous, parce que on est dans un domaine passionnant, on est dans la vie des gens, on est dans la vie de la mobilité, on est dans des univers très urbains. Donc on parle de notre raison d'être. Notre raison d'être, on l'appelle City Booster chez Gare et Connexion. Et je dis ça parce qu'au fil de ce que je vais essayer de vous indiquer, on va retrouver des ingrédients essentiels au fond de nos missions, de notre service, de notre vocation sur les 3000 gares en France. Et c'est aussi à regarder à l'aune de notre modèle économique, parce que la gare du Nord, il se trouve que c'est la plus grande gare du monde. C'est pas totalement vrai, il y a 2 gares qui sont plus fréquentées au Japon, mais on gère des objets de taille absolument gigantesque en termes d'enjeux, de trafic, de fréquentation, parfois de lieux, de volume, de bâtiments, etc. Mais on gère aussi des toutes petites gares. Et souvent d'ailleurs le maillage dans notre mode de transport majeur du ferroviaire, c'est cette approche en étoile. Et donc quand on part d'une grande gare, on arrive aussi et nécessairement dans des gares plus petites. Et c'est ça aussi qui nous anime d'être le gestionnaire des gares. Je dis cela parce qu'on a 3 missions essentielles chez Gare et Connexion, qui sont d'ailleurs renforcées par la loi pour un nouveau pacte ferroviaire qui date du 27 juin 2018. C'est bien sûr une vocation ferroviaire, ça j'enfonce une porte ouverte, mais le législateur a voulu conforter et renforcer notre mission de gestionnaire unifié des gares. Et on est également donc, dans un grand mouvement de transformation chez Gare et Connexion, puisqu'on va retrouver un périmètre unifié de patrimoine avec les quais, les grandes halles, les souterrains, tous des éléments qui en fait étaient aujourd'hui affectés à nos collègues de SNCF Réseau. Ça, c'est le premier point de vocation, de raison d'être, c'est la partie ferroviaire. Le deuxième que le législateur a souhaité rappeler au titre de cette loi pour un nouveau pacte ferroviaire, c'est nos missions sur l'intermodalité. Donc c'est la notion qui dépasse le ferroviaire, mais au service de toutes les mobilités. Quand vous êtes à la gare du Nord, mais comme dans n'importe quelle autre gare, vous avez très souvent accès à tous les modes de mobilité, dans un univers un peu changeant, puisque la LOM va également apporter des éclairages sur l'organisation de tout un ensemble de mobilités, mais le lieu et le concentrateur, le hub, est souvent la gare ferroviaire, et c'est une vocation que l'on développe depuis de nombreuses années chez Gare et Connexion dans les pôles d'échange multimodaux. Et la troisième vocation, et c'est là où ça prend tout son sens quand je vais vous exposer le cas de la CEMOP Gare du Nord 2024, c'est important, c'est une vocation d'aménagement du territoire et d'aménagement urbain. Et donc c'est toute la composante d'ingrédients, de lien avec les métropoles, avec l'urbain pour les métropoles, et la notion d'aménagement du territoire en lien avec le ferroviaire pour les zones plus diffuses. Alors, si je commence, je suis comme Grégory, je vais être très bavard, donc il faut quand même que j'arrive assez vite au sujet de la Gare du Nord. D'abord, c'est une grande aventure, c'est une grande histoire, c'est aussi une grande responsabilité devant la nation et devant notre patrimoine historique, j'allais dire. 173 ans aujourd'hui d'histoire sur la Gare du Nord, c'est pas complètement la plus ancienne, mais c'est quand même et on retrouve ce patrimoine historique, notamment à travers cette grande halle qui a été signée par un très grand architecte de l'époque, Jacques Hittorf. Et puis des grandes étapes
de bouleversement en fait, de l'économie du transport pour l'essentiel, avec l'arrivée du RER dans les années 80, l'arrivée de la grande vitesse dans les années 90. Et au fond, c'est juste pour illustrer que ce que l'on va vivre comme transformation de la gare du Nord dans les années à venir, c'est de même ampleur que ces énormes étapes de transformation, de changement au niveau de la vie d'un objet comme la gare du Nord. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais on est vraiment dans un objet hors norme. Si vous la pratiquez, on ne le voit pas nécessairement par la taille du bâtiment, mais par le fourmillement que cela représente en termes de voyageurs. On est dans un truc assez unique. On fait de l'international avec des lignes comme Eurostar, Thalys. On fait de la grande vitesse, bien sûr. On fait également des trains de continuité du territoire, les TET, on fait du train régional, il y a du transilien, il y a des RER, il y a évidemment toute la connectivité avec les intermodalités. Bref, c'est vraiment une gare absolument hors norme. Et c'est aussi pour ça qu'au fil de mes propos, je vais essayer de vous amener au pourquoi un montage de ce type-là. C'est qu'on est dans un enjeu de transformation un peu en rupture, vraiment une transformation majeure, parce qu'elle est un peu victime de son succès et de son modèle, et elle est aussi victime de son histoire, puisqu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de foncier, les bâtiments sont tout petits, il n'y a pas de parvis devant la gare si vous êtes au pied de la gare. C'est une des grandes gares, mais qui, pour des raisons historiques, avec une petite anecdote que je vous dirai peut-être par la suite, pour la raison pour laquelle il n'y a pas de parvis sur cette gare. Mais voilà, enfin, on est dans un contexte assez étonnant, et donc un enjeu un peu particulier sur l'objet lui-même. Je vais aller vite sur les... Et puis, l'avenir est devant nous. On a également une croissance attendue de fréquentation qui est majeure. Alors, vous êtes tous, j'espère, et je vais essayer de vous donner envie de le prendre encore plus, le train, si vous ne le prenez pas suffisamment ou pas assez à notre goût. On est dans une gare qui a une dynamique supérieure au marché naturel du transport ferroviaire. Le transport ferroviaire a été drivé en termes de croissance ces dernières années essentiellement par la grande vitesse. Donc on a cet effet-là qui est atténué sur la gare du Nord. En revanche, on a un regain de fréquentation sur les transports qu'on appelle mass transit, sur les transports du quotidien à la gare du Nord. On a un regain et une dynamique forte sur le trafic transmanche avec Eurostar. On doit se préparer aussi à l'ouverture à la concurrence, puisque la loi pour le nouveau pacte ferroviaire introduit l'ouverture à la concurrence sur de nombreux segments de marché du ferroviaire. Et on est convaincu que le marché, les destinations offertes à partir de la gare du Nord vont offrir la capacité de nouveaux opérateurs d'arriver. Et puis, il y a aussi des nouveaux transporteurs type low cost chez SNCF. C'est une marque qui s'appelle Ouigo, qui ne dessert pas la gare du Nord, mais qui, pour les autres gares qui sont desservies, font des effets d'induction de trafic absolument énormes. Et là, la prévision qu'on a, c'est un des drivers de montage aussi en partenariat public-privé, c'est cette croissance attendue de fréquentation de la gare du Nord. Les enjeux, finalement, je les ai un petit peu évoqués pour l'instant. On n'a pas de place, il faut agrandir la gare. On a besoin j'allais dire, c'est pas forcément le bon terme, mais de pompes à flux et de dispositifs très capacitaires pour que les voyageurs que nous sommes tous au quotidien aient une capacité de circulation. Et c'est un millefeuille, ces gares, c'est pas que de l'horizontalité, c'est aussi souvent des niveaux. On a 7 niveaux qui se superposent sur la gare du Nord, donc c'est aussi des machines à flux, enfin, c'est un peu un terme technique qu'on utilise souvent chez nous, mais c'est une capacité de se transporter verticalement, ce qui n'est pas naturel dans les circulations des voyageurs. Et évidemment, préparer l'avenir sur l'accueil de nouvelles capacités pour le trafic ferroviaire. Et puis, la composante du quartier. Il se trouve que dans les très grandes gares que l'on gère, on en a d'autres. On a déjà massivement transformé la gare Saint-Lazare, par exemple, la gare de l'Est, qui n'est pas très loin de la gare du Nord. On est en train de transformer la gare Montparnasse. On a quand même une particularité de ce quartier qui, j'allais dire, n'est pas simple en termes d'environnement sécuritaire, délinquance, voilà, fréquentation. Et quand on dit trafic, des fois on aime bien dire qu'il y a des trafics un peu en tout genre à la gare du Nord. Donc on est dans un environnement un peu compliqué qui nous amène aussi à réfléchir avec les parties prenantes de la ville, de la préfecture de police, etc., d'être un ingrédient qui transforme aussi le quartier. Donc de dépasser un petit peu notre strict rôle de mobilité pour aller plus vers le quartier. Le principe d'aménagement général, c'est un schéma de circulation très simple de la gare. Aujourd'hui, quand vous êtes dans toutes les gares quasiment en France, vous
partez et vous revenez, ou vous embarquez dans un train, vous en débarquez par les mêmes circuits. Compte tenu de la configuration spatiale de la gare, on n'a pas d'autre choix que de distinguer les flux. Et au fond, ce n'est pas totalement inintéressant en termes de parcours client, puisque quand vous embarquez dans un train, vous n'avez pas le même stress ou la même demande ou la même attente que quand vous en débarquez. Et donc le grand concept que l'on a développé, comme j'ai fait 15 ans d'aéroport avant, c'est peut-être un peu pour ça que ces petits ingrédients a été aussi développé, qui est très aéroportuaire au fond, c'est de distinguer des flux de gens qui vont prendre les trains de ceux qui en arrivent, ce qui permet de démultiplier les surfaces, mais surtout d'adapter le parcours client en fait, à l'attente, à l'usage qui est attendu. Et là, vous allez en violet. En fait, ça sera le même circuit qu'aujourd'hui, en gros, quand vous arriverez d'un train, où vous pourrez sortir par les sorties qui existent. En revanche, quand vous prendrez un train, il y aura un dispositif un peu unifié d'embarquement qui ressemblera plus ou moins à celui de l'Eurostar, hein, donc Transmanche officiellement, mais Eurostar. Donc un dispositif dédié qui est un peu rendu symétrique, hein, enfin, si vous voyez la spatialisation de la gare, sur votre gauche, hein, vous avez le terminal pour aller sur Eurostar. En fait, on fait à peu près le même système fonctionnel en termes de cheminement des voyageurs sur le côté symétrique, mais pour toutes les autres lignes, en dehors des lignes du quotidien, en dehors des Transiliens et bien sûr les RER, on ne les bouge pas. Partant de là, si on dézoome, on arrive dans un écosystème un peu de quartier qui a lui-même beaucoup de transformations. Alors d'abord, on a ce qu'on appelle un bipôle des gares, puisque la gare de l'Est n'est vraiment pas loin. Et on a des enjeux également d'accroissement de services et de capacité sur la gare de l'Est. Alors le dispositif fait que la gare de l'Est est une gare très peu saturée en termes de trafic ferroviaire, alors que la gare du Nord est extrêmement saturée. Donc on travaille aussi sur la complémentarité de ces deux gares. Et notamment, on va les relier physiquement à l'avenir en concomitance avec l'arrivée du service CDG Express par un tunnel de liaison qui reliera les deux gares plus directement. Mais on est aussi dans un quartier qui se transforme avec l'hôpital la Riboisière qui se transforme complètement et puis en fait une espèce de douleur urbaine et des espaces publics qui est absolument ancienne, qui est absolument congestionné de partout parce que le dispositif de circulation est un peu asphyxié aux abords de la gare du Nord et donc on travaille avec la ville de Paris, avec les autorités de la préfecture pour améliorer également l'ensemble des circulations et des espaces publics aux abords. Je vais aller assez vite parce que c'est un petit peu détaillé sur les attendus et on l'a monté après sous la forme qui vous intéresse. Dans l'essentiel, on va créer un grand terminal de départ. On va avoir une extension du service transmanche. Aujourd'hui, il faut savoir quand vous prenez un Eurostar, la limitation de la capacité de mettre des nouveaux trains en ligne, c'est la gare du Nord, c'est le terminal d'embarquement d'Eurostar à la gare du Nord qui fait la limite de capacité du service globalement, parce que c'est tout petit. Les zones de contrôle, pour ceux qui ont l'expérience client, on a énormément de difficultés à assurer la qualité de service. On renforce les liens avec la ville, bien entendu, métro, RER et tous les autres modes. J'y viendrai également. On va avoir la plus grosse vélostation dans le projet qu'on a développé, parce que voilà, on accompagne aussi la transformation des usages de la mobilité, des nouvelles mobilités, des mobilités innovantes. Et quand on n'a pas de place, c'est pas toujours très facile. Et puis, le quatrième point, je m'arrête juste un instant dessus, il est essentiel pour le modèle économique de Gares & Connexions. Si je le formule comme ça, c'est pour que le consommateur client finance un peu plus les gares que le contribuable ou que le citoyen que nous sommes tous. Donc on a un modèle économique qui s'appuie énormément sur la génération de revenus qu'on appelle non régulés, donc des revenus qui ne sont pas facturés à l'économie du train. Et c'est absolument essentiel pour maintenir la compétitivité globalement du système ferroviaire, puisque quand on génère des euros qui ne sont pas facturé à l'utilisateur, au client du train, c'est un euro qui nous permet d'être plus compétitifs. Et c'est surtout un euro qui vient diminuer la facture du train et nous permettre aussi de réinvestir plus facilement pour le business des gares. Bon, je passe vite sur le plan. Après, il y a évidemment plein de photos, mais si je commence à vous les commenter, on va y passer la soirée. Je vous les commenterai peut-être un peu plus tard. C'est un grand ensemble immobilier avant tout, en termes de développement, qui est
très centré sur le train, la capacité d'aller embarquer plus facilement, de nouveaux espaces d'attente, des espaces de circulation, des services qu'on appelle nous des services de base ferroviaires qui doivent être offerts aux clients, la capacité d'aller acheter des billets, de déposer ses bagages en consigne, etc. Donc on a un ensemble de missions de services publics régaliennes que nous assurons et qu'on va mieux pouvoir assurer avec plus de surface. Mais c'est aussi de très grands ensembles immobiliers. Un travail architectural très important qui a été mené par l'équipe qui a été apportée avec nos partenaires coactionnaires de la CEMOP et notamment l'architecte Denis Valode avec nos architectes SNCF. Un gros travail sur les espaces, la qualité des lieux. On peut penser que quand on connaît la gare du Nord aujourd'hui, on a déjà travaillé, mais ça va être une vraie transformation. Une nouvelle entrée de la gare sur un morceau de parvis qui n'existe pas, mais on va essayer de travailler un peu plus. Et puis un objet absolument impressionnant dans sa qualité historique architecturale, qui est cette grande halle, qui est une des plus grandes halles d'Europe, et qui va être à nouveau remise en valeur, remise en lumière par le projet. Une image intéressante puisque c'est aussi une gare de bus à côté de la gare du Nord et donc on doit aussi intégrer une gare de bus qui aujourd'hui est exploitée par la RATP mais demain ne le sera peut-être plus par la RATP. Donc voilà, il y a un certain nombre de questionnements sur les évolutions des modèles économiques aussi des gares routières. Alors, tout ça, je vous ai donné des ingrédients de contexte sur la gare du Nord. Juste un autre élément de contexte, mais c'est un élément déclencheur des projets qui me paraît essentiel pour en avoir fait quand même pendant quelques années, c'est la timeline. Et on a une timeline en fait sur laquelle je reviendrai peut-être après, qui est les Jeux Olympiques Paralympiques 2024. Et c'est important dans des projets de cristalliser des ambitions aussi autour d'objectifs calendaires. Et il se trouve qu'on a eu la chance d'être la 43e mesure d'accompagnement de la candidature de la ville de Paris aux Jeux Olympiques Paralympiques 2024. Et qu'à ce titre, on a effectivement un article de loi, comme le dressait Stéphane, qui autorise un peu par exception l'établissement public SNCF Mobilité à organiser, à structurer ce projet sous forme d'une CEMOP. Mais ce que je veux souligner, c'est l'ingrédient timeline, puisque ça nous a fait accélérer au fond non seulement la procédure, les études et la réalisation pour tenir cet objectif 2024. Et c'est souvent un élément important dans la réalisation de très grands projets. Alors pourquoi une CEMOP, Grégory ? Alors, sur ce projet en particulier, tu es évidemment mieux placé que moi pour y répondre. En revanche, pour avoir effectivement participé à la conception finalement de l'outil CEMOP, j'ai trouvé que ce projet était particulièrement adapté à la CEMOP. Alors c'est facile à dire après coup, c'est d'autant plus facile à dire pour moi que je n'ai rien à voir avec le fait d'avoir sorti ce projet en CEMOP. Il n'en demeure pas moins que quand on regarde la philosophie qui nous a animés quand on a travaillé aux prémices de la CEMOP, eh bien, il y a presque tous les ingrédients, positifs et négatifs d'ailleurs, auxquels on a pu penser quand on a conçu cet outil de CEMOP. Alors là, vous avez une petite illustration très très simple de ce qu'est une CEMOP. J'imagine que, pour ceux que je connais dans la salle, beaucoup connaissent parfaitement ce dispositif. Peut-être que d'autres le connaissent un peu moins. Je vais juste rappeler en deux mots de quoi il s'agit. C'est un dispositif qui a été imaginé pour les collectivités territoriales, avec une loi qui a été adoptée. C'est assez rare que ce soit d'ailleurs des propositions de loi qui débouchent sur des nouveaux outils juridiques. Donc c'est intéressant aussi de dire que c'est un travail législatif qui a permis d'aboutir à ce résultat. Une loi d'ailleurs assez peu bavarde, contrairement à toi et moi, très courte, qui avait pour ambition de créer l'outil et de le laisser ensuite vivre, notamment au gré des différentes procédures. J'y reviendrai probablement à la fin, ou en tout cas dans les échanges, on pourra en parler. On n'a donc pas créé de procédure particulière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la CEMOP, c'est la société de projet, l'outil institutionnel de portage, qui va être relié à la collectivité territoriale ou, en l'occurrence, à la personne publique,
personne publique au sens européen du terme, pouvoir adjudicateur, par un contrat qui peut être, comme c'est le cas en l'espèce, une concession, mais qui pourrait être tout contrat de la commande publique existant ou à venir, si je puis dire, puisque la CEMOP était prévue pour pouvoir fonctionner avec les marchés et les concessions au sens de la dichotomie européenne, c'est-à-dire pour l'ensemble aujourd'hui des contrats de la commande publique. Cette CEMOP, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat finalement d'une sorte de joint venture, je le dis volontairement de manière plus économique que juridique, entre un groupement de candidats opérateurs à une opération, en l'occurrence de concession. On va prendre l'exemple de la concession et vous comprendrez pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, à une ou deux exceptions près, les CEMOP sont exclusivement des CEMOP assises sur un dispositif de contrat de concession. Et puis, la mise en concurrence se fait de manière tout à fait classique, selon la procédure normale de passation du contrat visé, en l'occurrence, je répète, un contrat de concession, donc une procédure de mise en concurrence de type concession. Et puis, à l'issue de la mise en concurrence, c'est-à-dire après avoir passé les phases de candidature, d'offres, de négociation, choisi le groupement qui sera le plus à même de répondre aux attentes du donneur d'ordre, eh bien, le vainqueur, si je puis dire, le titulaire, se verra substituer une société de projet. Jusque-là, rien de très innovant non plus. L'innovation réside dans le fait que le donneur d'ordre sera, dès le départ, c'est prévu, et les modalités sont prévues également, de manière, comment dirais-je, obligatoire, actionnaire de cette future société de projet, qu'on appellera donc CEMOP. Actionnaire, ça a été dit par Stéphane en introduction, et c'est aussi une originalité pour les sociétés d'économie mixte en France, et en tout cas depuis un certain temps, puisqu'il a existé des sociétés d'économie mixte qui étaient à minorité publique, mais c'était il y a déjà pas mal de temps. Là, c'est à minorité ou à majorité publique, au choix du donneur d'ordre. Et là aussi, ça a été une petite révolution que de concevoir des sociétés d'économie mixte qui pouvaient être minoritairement détenues par une personne publique. On pourra, si vous le voulez, discuter de la raison pour laquelle, à un moment donné, le législateur a considéré que dans une société d'économie mixte, par principe, les collectivités locales devaient être majoritaires. Il y a des raisons, j'allais presque dire philosophiques, ou en tout cas dogmatiques, qui expliquent parfaitement le dispositif, j'allais dire, de droit commun. Et on a estimé que là, en l'occurrence, il pouvait être intéressant, et c'est la majeure partie des cas, que la personne publique qui soit minoritaire, et en l'occurrence avec un minimum de 34%. Voilà le dispositif tel qu'il se présente. On reviendra tout à l'heure un peu dans le détail de ce dispositif et dans la façon dont il fonctionne. Et je pense que tu pourras aussi nous dire concrètement comment est-ce que toi tu as vécu et la mise en place de ce dispositif et son fonctionnement naissant, mais également les critères de choix qui font qu'un candidat va être préféré évidemment en raison du projet qu'il porte. Quand on répond à une concession, on porte un projet, mais également à raison des qualités qu'il requiert en tant que futur actionnaire majoritaire de la société en question. Alors, je disais tout à l'heure, ce projet de Gare du Nord, et c'est intéressant de t'entendre le présenter comme ça, présente finalement les caractéristiques essentielles de ce qu'on imaginait comme pouvant être utile, ce pourquoi une CEMOP pouvait être utile. Le partage des risques et la gouvernance partagée. C'était vraiment les deux, comment dirais-je, fils directeurs des réflexions et des travaux qui ont conduit à l'existence de cet outil. L'idée étant que certains projets répondent à une complexité, à un besoin de pilotage et de copilotage, à une évolutivité, à une forme d'imprévisibilité qui nécessite un partage des risques particulièrement fin, qu'ils ont une dimension économique avérée, une dimension de service, et la Gare du Nord, tu as commencé à le dire, ce projet a une dimension économique majeure. D'ailleurs, là aussi, derrière, il y a un pari qui est fait, qui est un pari ambitieux,
Tu parlais de la gare Saint-Lazare, le positionnement géographique de la gare Saint-Lazare en faisait presque naturellement une grande galerie marchande. Ce que je veux dire, c'est que son positionnement se fait dans une zone où la commercialité est extrêmement forte. C'est la zone commerciale la plus forte d'Europe, au mètre carré. En revanche, le quartier de la gare du Nord, et tu l'as dit aussi, pas exactement le même. Et donc, d'imaginer que les flux très importants de la gare vont générer une demande de service, mais également une clientèle susceptible de générer des revenus suffisamment importants pour trouver un équilibre économique autour d'un projet dont le financement requiert quand même pas mal d'argent, est un pari. Et là encore, la CEMOP, dans l'esprit de celles et ceux qui ont participé aux travaux de rédaction du texte, c'était l'idée que quand on faisait un pari qui avait de la complexité, qui avait de l'évolutivité, d'avoir, j'allais dire, une deuxième couche de partage de risques, une deuxième couche de copilotage au-dessus du pilotage et du partage des risques induits par le contrat, parce que dans un contrat de concession, il y a déjà du copilotage et du partage de risques entre le partenaire public et le partenaire privé, mais d'avoir là une espèce de deuxième couche de gouvernance et de partage de risques pouvait, pour certains projets, être particulièrement utile et permettait notamment de rendre, j'allais dire obligatoire, nécessaire, périodique, institutionnalisé, c'est pour ça qu'on parle de PPP institutionnalisé, cette complémentarité, mais également ce partenariat entre l'acteur public et l'acteur privé. Et vraiment, tous les ingrédients que tu as indiqués et que tu vas encore, j'imagine, développer sur la particularité de la gare du Nord font que, à mon sens, c'est un excellent exemple de tout ce qu'on peut faire en matière de CEMOP. Et il y a notamment un domaine dans lequel les CEMOP ne se sont pas encore beaucoup développés, même si là, on est dans un projet d'aménagement du territoire, on est dans un projet évidemment très structurant. Tu parlais de City Booster, on est à l'évidence dans de la construction d'un morceau de ville tout à fait essentiel. Mais voilà, l'aménagement est un vrai sujet de développement des CEMOP, c'est une évidence pour toutes les raisons que j'ai essayé d'évoquer peut-être un peu trop longuement. Je vais aussi te repasser la parole parce que ce choix, il n'était pas forcément évident. Et vous l'avez fait par rapport à d'autres modèles qui pouvaient être envisageables ou que vous aviez d'ailleurs expérimenté pour d'autres gares sur des projets, on peut le dire, quasiment aussi ambitieux. Effectivement, alors il y a deux sujets. La motivation. En fait, moi, quand j'arrive il y a 3 ans chez Gares & Connexions, j'ai fait des partenariats publics-privés en tant qu'opérateur économique pendant longtemps. On a une timeline, on a un grand projet à développer, pas forcément 600 millions d'euros précisément en tête, mais le point d'accostage à la fin, c'est un grand projet de 600 millions d'euros, avec une composante économique forte, des revenus, je le précise à ce stade, qui sont liés pas au service public directement, donc on n'est pas dans une approche en délégation de service public, mais dans une approche en concession sur des activités non régaliennes du service public. Et puis un constat, il y a 3 ans en arrière, de 2 grands modèles, qui sont ceux que vous avez sur la partie de gauche pour vous. Un modèle qui est le modèle banalisé chez SNCF Gares & Connexions, c'est de l'investissement en fonds propres. Donc on puise sur nos propres capacités de financement, on réalise tous les investissements. Et dans ces investissements, il y a une partie qui est de l'investissement que je requalifie de non régulé. Donc c'est toutes les activités qu'on peut qualifier de marchandes, mais c'est assez diversifié. Ça, c'est le modèle traditionnel qu'on a sur les 2996 gares sur 3000 de notre réseau. La facilité, c'est qu'on sait ce qu'on fait puisqu'on le fait avec nos fonds. La difficulté, c'est qu'on a des fonds et une capacité d'autofinancement qui est limitée, surtout quand on est face, il y a 3 ans, à 600 millions d'euros, sachant que moi, j'ai la chance de piloter les projets au niveau national. On fabrique à peu près 400 millions d'euros de projets par an, dont à peu près la moitié en fonds propres. Donc c'est un projet hors norme par rapport à notre capacité de financement intrinsèque, surtout dans un horizon de temps très court. Mais néanmoins, le premier modèle sur votre gauche fonctionne. C'est du fonds propre avec un avantage et un inconvénient. Ce n'est pas nécessairement mis dans les inconvénients, mais c'est une ouverture au marché et aux autres opérateurs économiques en termes d'expertise plus restreint
puisque voilà, par définition, on le fait un peu plus nous-mêmes, donc on n'est pas totalement ouvert sur l'ensemble des champs d'expertise. Ce qui a amené le groupe, il y a déjà de nombreuses années, à développer la deuxième approche, qui était une approche que je qualifierais presque d'externalisation, au sens où c'est la façon de contractualiser avec un opérateur économique tiers, non pas sous forme d'une concession à l'époque, mais sous la forme de ce qu'on appelle les conventions d'occupation temporaire assorties de droits réels. Donc c'est d'occuper en fait une partie de l'objet en termes immobiliers avec un dispositif qui permet quand même d'assurer un financement sur l'actif qui est concédé. Bon, l'avantage, c'est pour le coup, c'est totalement hors bilan et hors financement de l'autorité qui organise de Gares & Connexions dans le cas d'espèces. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de partage nécessairement bien piloté de la valeur, pas nécessairement des risques, et en tout cas pas de la gouvernance, puisqu'on est sur une gouvernance strictement contractuelle, et encore dans un cadre de droit, d'une convention d'occupation du domaine qui limite quand même la capacité de gouvernance au titre contractuel. Et donc, au fond, un constat aussi qu'il y a une certaine limite à ça. Entre les deux, c'est un peu binaire. Ce qui aboutit en opportunité de temps, puisque comme le rappelait Grégory, les CEMOP commencent à se développer, à être dans le paysage, et de se dire allons un pas plus loin. Avant de structurer et d'organiser le projet en mode opérationnel sur une CEMOP à ce moment-là. Bon, on pense, on est convaincu à date que ça rassemble beaucoup d'avantages. La seule difficulté, c'est peut-être son caractère un petit peu complexe et quelques limites ou quelques points de vigilance sur lesquels on est d'ailleurs en train de travailler. Mais voilà, on se dit, on lance ce nouveau mode de CEMOP. Le seul inconvénient chez SNCF, on est un EPIC, on n'est pas une collectivité locale, donc effectivement, le législateur nous octroie la capacité d'accéder à cet outil par un article de la loi sur l'évolution des statuts de Paris et de l'aménagement métropolitain de la métropole de Paris, qui nous autorise finalement à faire ce montage en CEMOP spot, donc on ne peut le faire que pour la gare du Nord, et avec une exclusion dans la loi de ne pas aller sur une délégation de service public. Donc on a bien une mission régalienne qui reste totalement opérée par l'opérateur SNCF Gares & Connexions. Le timekeeper, il faut jouer, parce que si... c'est bloqué. C'est ça, stop, c'est fini, d'accord. Alors on va passer assez vite. Juste un point, et à la limite, les schémas par la suite, j'irai assez vite, et on les utilisera dans la discussion avec la salle si on a besoin, c'est souvent illustratif. Là, il y a un point crucial dont on n'a pas forcément parlé, auquel je suis très attaché et qui, à mon avis, est le fondement de la CEMOP, c'est la convergence d'intérêts. Dans un contrat, par définition, on a une synthèse entre des intérêts divergents. Ceux qui s'intéressent, j'ai toute une démonstration là-dessus, avec plein d'exemples. Et en l'occurrence, il est bien évident que dans des projets portés par la puissance publique avec des opérateurs économiques, projets qui en plus ont une dimension économique avérée, la divergence entre les intérêts des co-contractants est une évidence et le contrat a pour objet de résoudre ces divergences. Et l'idée qu'il y a, et je pense que c'est particulièrement opérant quand il s'agit de gérer un outil, un objet aussi complexe qu'une gare ou qu'un morceau de ville, c'est justement le cas des aéroports, aussi un excellent exemple. Et d'ailleurs, les sociétés d'exploitation aéroportuaire sont très proches de cette philosophie des CEMOP. C'est exactement la même idée, c'est de retrouver de la convergence d'intérêts par le biais de cette société de projet dont les actionnaires seront justement le donneur d'ordre et le concessionnaire, l'autorité concédante et le concessionnaire. Et c'est cette convergence d'intérêts qui est recherchée et qui va permettre finalement de résoudre des difficultés dans la mesure où les deux partenaires se retrouvent finalement à avoir partie liée jusqu'au bout
y compris pour surmonter des difficultés qui peuvent apparaître. Et plus le projet est ambitieux et plus le pari est osé, et plus évidemment il y aura des obstacles à franchir. Alors, je passe assez vite sur la question du montage juridique. On y reviendra éventuellement si vous le souhaitez, avec des schémas de flux. Je crois d'ailleurs qu'on y revient s'agissant de Gare du Nord, parce que les schémas de flux sont évidemment un petit peu plus compliqués et induisent, j'allais dire, un peu de schizophrénie chez l'autorité concédante, puisque l'autorité concédante sera à la fois concédant et actionnaire du concessionnaire. Donc ce faisant, évidemment, sur les flux financiers, ça induit un peu de schizophrénie. Là non plus, il n'y avait pas une nouveauté extraordinaire. Je rappelle qu'en l'occurrence, s'agissant des collectivités territoriales, mais c'était vrai de l'État par bien des aspects, l'État comme les collectivités territoriales ont une expérience forte de concessions qui sont gérées par des objets mixtes, dans lesquels l'autorité concédante a en réalité des intérêts au sein de l'entité concessionnaire. Alors ça, c'est un schéma très simple, je pense qu'il ne mérite même pas d'être commenté, tellement il est simple, mais qui montre, et on y reviendra peut-être dans la discussion, qu'il y a deux philosophies derrière cette philosophie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit tout ce qu'on vient de dire, sur les motivations, j'aime bien le terme de motivation, sur les choix, sur la stratégie. Après, il y a deux possibilités dans une CEMOP. Il y a la CEMOP société d'exploitation qui va être elle-même porteuse de son risque. Et puis la CEMOP société de projet qui va au contraire renvoyer les risques vers notamment ce qu'on appelle le niveau N-1, c'est-à-dire les opérateurs économiques, qui est un modèle qui n'était pas forcément celui qu'on avait immédiatement à l'esprit quand on était dans la rédaction du texte. On était plutôt dans le modèle société d'exploitation, mais qui est un modèle plus proche du project finance, qui est un modèle assez pur de ce qu'est la société de projet au sens du financement de projet, avec des niveaux de convergence ou des points de convergence d'intérêt qui sont différents et qui portent d'ailleurs des philosophies différentes, mais qui sont probablement aussi adaptés à des objets différents. C'est-à-dire qu'il y a probablement des objets de CEMOP adaptés à une société d'exploitation, au modèle société d'exploitation, et des objets de CEMOP plutôt adaptés au modèle société de projet SPV. Un mot sur la timeline, puisque le temps passe, mais justement, le temps a été compté sur cette opération. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le seul point à noter, c'est que pour avoir fait des grands projets en mode structuré, on a mis 1 an et demi entre la publication de l'avis d'appel à candidature et le closing, qui pour un méga projet, un peu dans un cadre innovant, et je trouve déjà un bel exploit. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que j'ai mis autant de temps, donc 1 an et demi, à convaincre la maison d'organiser cela sous cette forme-là. C'était d'une part le caractère innovant, la conviction apportée, et ensuite, une fois que c'était parti, c'est allé, je pense, assez vite. Ça, c'est peut-être des choses qui vont vous intéresser. Il y a, pareil, les convictions, les choix, c'est de s'adresser au marché. Je suis passé vite, mais le marché a été très, très, très réactif, demandeur, et évidemment, quand on est une autorité concédante, organisatrice d'un appel d'offres de ce type-là, l'intensité concurrentielle compte. Donc ça, c'était très positif. Il y avait une vraie demande du marché, ce qui était important. Et pour ça, le choix, qui une fois de plus n'a pas été aussi simple que ça à obtenir en interne dans la maison SNCF, c'était de partir en minoritaire. Après, il y a évidemment des tas il y avait des jeux d'acteurs, des alliés, des ennemis dans le choix, mais et notamment sur la partie consolidation de la dette. Hein. Mais on a fait le choix délibéré de s'adresser à des vrais opérateurs économiques et des investisseurs à nos côtés. Et pour ça, on a décidé de partir à 34%. Comme le rappelait Grégory, c'est une gouvernance partagée. Donc là, on l'expérimente maintenant en grandeur nature, puisqu'on est dans la vraie vie de la société de projet, de la SA Gare du Nord 2024, avec des équilibres qui sont à tous les niveaux de gouvernance, à l'intérieur de la société de projet en premier lieu, avec un directoire qui est réparti, un conseil de surveillance. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, on va garder pour les questions-réponses. Et un choix de montage en CEMOP concession, effectivement, en mode structuré, financement de projet, avec un objet qui, en termes de concession, a 2 sous-objets. Le premier, c'est le financement de la maîtrise d'ouvrage d'un ensemble d'ouvrages qui intègre en partie
des ouvrages, pour le coup, qui sont exploités à la réalisation des ouvrages par SNCF Gare et Connexions en direct en tant qu'autorité régalienne sur sa mission de service public. Et un deuxième objet qui lui confie, au fond, c'est essentiellement le business model, des revenus, et l'exclusivité bien sûr sur un périmètre global de la gare du Nord, des revenus non régulés. Donc de manière assez large, avec un certain nombre d'exclusions que je pourrais détailler plus avant, mais globalement, toutes les activités marchandes, commerciales sont exploitées par la SA Gare du Nord 2024. Et une autre précision, on est dans un régime concessif avec octroi des droits réels également, puisque de la même façon qu'on avait tiré l'expérience que pour monter un financement, il fallait des droits réels immobiliers sur un objet pour pouvoir monter un financement, c'est le cas là également. Donc on a également un mécanisme qui octroie les droits réels à la société Gare du Nord 2024 sur du domaine public de l'État dont nous sommes affectataires, ce qui est quelque chose de rassurant aussi pour les investisseurs à nos côtés, puisqu'on a une visibilité sans limitation de durée au niveau de l'affectation du domaine public chez Gare et Connexions. Voilà, c'est ce que j'ai dit là. Donc on a en complément du package contractuel un peu classique que tout le monde expérimente d'un package de contrats de concession, droits réels, etc. On a donc l'ensemble du dispositif de gouvernance qui est organisé au travers des statuts et d'un pacte d'actionnaires qui régit un certain nombre de choses. Et peut-être pour rebondir sur ce que disait Grégory, j'ai deux slides sur le montage plus opérationnel. En haut, vous avez la strate des actionnaires. Donc on a un actionnaire majoritaire qui a été retenu, donc, qui est le groupe Citrus, donc la filiale d'immobilier commercial du groupe Auchan. À côté de nous, Gare et Connexions qui en avons 34%. Dans l'organisation contractuelle, il y a deux sous-contrats techniquement. Un contrat de concession qui octroie l'objet que je viens de décrire juste avant avec deux grandes composantes et l'octroi de droits réels qui titre la société de projet uniquement sur les espaces non régulés. Donc, sur la fabrication physique des espaces de ce projet, il y a deux sous-ensembles. Un qui est exploité avec droit réel pendant les 46 ans de cette concession par la société de projet et une partie d'espace qui est fabriquée en termes de maîtrise d'ouvrage et qui est rétrocédée à Gare et Connexions dans l'exercice de ses missions régaliennes à l'issue de la phase de construction du projet. Sur la gauche, vous avez dans la partie ressources des prêteurs, un peu classique, on est sur un mode de financement de projet assez classique. Et puis dans le triptyque un peu concessif classique, on n'y est pas totalement, mais quand même en partie, avec un ensemble de conception et de réalisation de projets, avec un ensemble de maîtrise d'œuvre et d'entreprise. Et puis, ce qui manque dans le triptyque pour l'instant, c'est la partie facility management. Donc, la société de projet n'a pas décidé de se mettre en back-to-back sur la partie facility management. Mais on retrouve en fait à tous les niveaux, et c'est dans les pastilles, ça compte, l'esprit de la CEMOP en termes de partenariat entre un opérateur public et un opérateur privé, puisque sur la maîtrise d'œuvre chez SNCF Gare et Connexions, on est assez fort, j'allais dire, en architecture de gare, puisqu'on a beaucoup, et avec la société AREP notamment, qui est notre filiale, mais on a voulu, à travers ça, également injecter notre expertise en gouvernance et en intérêt aligné avec le candidat qui est retenu. Donc on constitue en fait après des sous-groupements de réalisation pour la maîtrise d'œuvre, la conception, et on fait la même chose pour la partie savoir-faire de commercialisation des espaces. Retail et Connexions, qui apparaît sur l'écran, est une filiale de SNCF Gare et Connexions, conjointement avec Citrus pour la partie des revenus. C'est à peu près la même chose pour les flux économiques, mais je ne le détaillerai pas, puisqu'on pourra y revenir juste après. Sur la gouvernance que Grégory évoquait, on est effectivement potentiellement amené à avoir plusieurs cerveaux dans une CEMOP. Ils sont effectivement, moi j'en ai quelque part plusieurs, puisque je représente à la fois le conseil de surveillance de la CEMOP et les équipes qui pilotent le concédant. Ça amène à certaines dispositions d'organisation type Chinese Wall sur un certain nombre de sujets. On a le rôle classique de l'autorité concédante, au titre d'un contrat de concession qui a son pilotage contractuel un peu classique. Et puis ce nouveau rôle que l'on a finalement à 100% quand on investit en fonds propres, mais si je le formule comme ça au fond avec une exigence quand même différente, quand on est actionnaire auprès d'un opérateur économique, on a une autre vision de la partie equity et performance financière que quand on le fait finalement tout seul. Donc c'est intéressant. Donc c'est le rôle de l'actionnaire. Et puis c'est les autres rôles que l'on a en plus agrégés, puisque voilà, c'était trop simple, donc on en a rajouté sur la conception architecturale, sur la commercialisation en particulier.
Et puis, un des derniers éléments peut-être pour ouvrir, c'est non seulement la CMOP elle-même est un objet complexe dans ce genre de projet, mais on s'inscrit aussi dans un dispositif de gouvernance de d'autres acteurs. Et c'est aussi ça, je pense, quelque part, les CMOP et les partenariats publics, privés, institutionnels, c'est qu'on est aussi dans un environnement qui n'est pas que sur nous-mêmes. Déjà, on a plusieurs mouvances et plusieurs tonalités à l'intérieur d'un montage en CMOP, mais là, on a aussi un dispositif de gouvernance. En fait, ça, on le retrouve dans toutes nos opérations d'investissement chez Gares & Connexions au plan national, avec la ville, la région, l'État. Là, on n'a pas d'autres partenaires type Europe ou autre, mais on est vraiment dans un dispositif partenarial. Et puis dans la vraie vie, donc les premières étapes, c'est pour moi, je finirai par là, et puis on aura peut-être un temps d'échange maintenant avec vous. C'est l'étape concrète qu'on a depuis le closing du 22 février. On a mené une concertation publique pour avoir ce dialogue actif et affiner le projet qui a rencontré un certain succès, même s'il y a encore un certain nombre d'adaptations du projet qui sont en cours et qui nous a permis, pareil, dans un temps record, de déposer un permis de construire sur un objet aussi compliqué il y a quelques jours. Donc le permis de construire a été déposé. On met en place un dispositif de dialogue actif en termes de concertation permanente qui est important. Et puis on est dans un écosystème qui est autour de la mobilité quand même très dense. Donc on est aussi dans un univers de transporteurs ferroviaires, d'autorités organisatrices, que ce soit Île-de-France Mobilité, que ce soit aussi des régions comme Hauts-de-France qui sont concernées. Et puis on a beaucoup de gens qui travaillent aussi dans ces gares. Donc on a aujourd'hui 4000 personnes qui travaillent dans une gare comme la Gare du Nord. Donc on doit aussi s'occuper de comment les gens vont vivre à la fois la phase de transformation, parce que c'est un gros chantier, donc il y aura quelques perturbations pour les clients, mais aussi pour les gens qui y travaillent. Et puis la projection d'un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de travail également. On a débordé. Hein. C'est bon ? Non, c'est bien. On a le temps vraiment pour les échanges avec la salle. Moi j'ai une première interrogation, je vais peut-être profiter du fait que je préside pour lancer la discussion. D'un côté, j'ai entendu Maître Berkovitch nous dire que la CMOP, c'était le moyen de résoudre les divergences d'intérêts entre les parties contractantes. Je me posais la question de savoir où était la divergence d'intérêts sur ce type de projet, sachant que d'un autre côté, j'ai entendu Benoît Bonneau nous dire que le problème de la concession, c'est qu'il n'y a pas de partage de la valeur. En gros, est-ce que la divergence d'intérêt, c'est essentiellement le fait que c'est l'opérateur privé qui capte la valeur, notamment lorsque la demande est au rendez-vous dans un contrat de concession, ou est-ce que c'est plus large que ça ? La divergence d'intérêt, elle n'est pas que limitée au partage ou à la création de valeur. Certes, c'était un des éléments sur lesquels on n'était pas totalement satisfait sur la partie création de valeur, mais c'est aussi le partage des risques. Le fait de reporter des risques. Là, on est dans une gare, par exemple, où la divergence d'intérêt ou la façon de faire, c'est qu'on a des sujets où on va travailler très près des trains, et ça, c'est de l'environnement ferroviaire de sécurité. Si on avait pris un principe un peu basique de dire, au fond, moi, je prends le principe général de la concession, je l'externalise, je le reporte totalement au concessionnaire, ça n'aurait pas bien marché. Voilà, donc ce n'est pas forcément de la divergence d'intérêt, mais c'est plutôt de la mutualisation et de la synergie de compétences qui permet de gérer ça.